À la une ce soir, le conte, vous le savez, inculque une certaine valeur aux enfants. Cette pratique qui a pourtant fait ses preuves dans l'éducation tend à se perdre sous le poids de la modernité. ORTM2 s'est intéressé à la valeur éducative du conte. Éric Sékouchel a dévoilé ce matin la liste de 25 joueurs devant prendre part à la double confrontation des Aigles du Mali. L'équipe malienne joue en effet le 8 septembre contre le Soudan du Sud ici à Bamako aux éliminatoires de la CAN 2023 et le 12 septembre en amical face à la Côte d'Ivoire à Abidjan. Voilà donc pour le titre de ce soir. Merci d'être présents très nombreux à ce rendez-vous d'information de ORTM2, votre deuxième chaîne de télévision nationale. Bonsoir et bienvenue à tous. L'immatriculation d'un véhicule est le processus par lequel un usager de la route est amené à donner une identité à sa voiture. Ce taux de ce véhicule est supposé être dédouané et le document est transmis au service des transports pour enregistrer, affecter un numéro d'immatriculation afin de lui permettre d'être identifié dans la circulation. Cependant, d'après les observations, nombreux sont les usagers qui circulent dans des véhicules non immatriculés. Notre rédaction, soucieuse de savoir les risques liés à ce phénomène, s'est intéressée à ce sujet. C'est avec Kounani Bamani. Immatriculer son véhicule est une obligation au Mali. De ces faits, rouler dans un véhicule non immatriculé relève de l'infraction et est sanctionné par la loi. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule et que vous mettez ce véhicule-là dans la circulation publique sans être immatriculé, vous êtes en porte-à-faux avec la loi. Vous enfreignez la loi. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté la loi de votre propre pays. Et il y a des peines prévues, des peines de simple police qui sont là, qui peuvent aller même en profondeur. Le propriétaire peut encourir une peine de prison par rapport à cela. La législation actuelle veut être drastique pour amener tout usager à respecter strictement le code de la route. Conscient des risques liés à l'utilisation d'un véhicule non immatriculé dans la circulation et du manque à gagner que cela entraîne au niveau des services d'assiette, certains usagers s'expriment. C'est un très grand risque parce que les voitures non immatriculées, il fait un accident, il tamponne quelqu'un. Ou bien par exemple, il fait quelque chose qui n'est pas bon. Et s'il fuit, on ne pourra pas savoir son numéro de matriculation, il va disparaître. Et la personne qui a été accidentée, c'est lui qui est foutu, c'est lui qui a perdu. Ça c'est un. Ça cause beaucoup de tort à l'État. Quand un véhicule n'est pas immatriculé, ça veut dire qu'on ne peut pas le repérer. Même en cas d'accident, le conducteur peut s'enfuir sans trace. Et la plaque permet de retrouver le véhicule. L'adresse du véhicule est reconnue et le propriétaire est facilement reconnu. Malgré les nombreuses sensibilisations et l'interdiction par la loi de circuler dans ce genre de véhicules, cet acte d'incivisme gagne du terrain. Il faut dire la vérité. Ceux qui sont dans les postes, dans l'armée, ou bien même si tu deviens un maire, à cause de ton poste, tu dois être le premier à immatriculer ta voiture. Parce que toi, tu es un exemple. En circulation, un véhicule non immatriculé, ils le font parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas contrôlés. Ou quand ils sont contrôlés, voilà, ils ont la possibilité de passer sans être verbalisés, sans être inquiétés. Et ce n'est pas n'importe qui. Le plus souvent, les hommes de loi, les porteurs d'uniforme, les ministres la disent, c'est les membres du CNT qui le font. Tous ceux qui ont une certaine notoriété, qui ont une emprise sur l'agent de la circulation, quand bien même cet agent venait à faire son travail, certainement, il y aura des instructions pour que l'agent ne puisse pas faire correctement ce boulot. Donc cela amène à ce que nous soyons tous dans l'insécurité. Très dangereux pour les populations selon le directeur des transports. Chaque citoyen doit œuvrer pour que les véhicules CH non immatriculés soient retirés de la circulation. Les cas de Sévaré et dans certains points au centre du Mali, Kati, les véhicules qui ont fait des attentats, qui ont commis des graves effets sur les forces de l'ordre, ont été commis avec des véhicules non immatriculés, des véhicules portant seulement l'extension CH. Nous sommes tous alertés chacun à ce niveau. On peut faire en sorte que notre pays soit beaucoup plus sûr. En faisant quoi? En s'acquittant simplement de notre devoir. Le Mali croit tant aspirer passe par une bonne dose de civisme. L'immatriculation d'un véhicule est un devoir civique. Elle protège le propriétaire de certains dangers et est bénéfique pour l'État, car les fonds provenant des immatriculations contribuent à la réalisation des infrastructures routières. Voilà qui est bien clair. Ils sont dans plusieurs domaines comme l'immobilier, le transport ou encore le commerce. Leur métier consiste à rechercher des clients dans un domaine moyennant une somme qui reste à déterminer. Il s'agit bien sûr des coxers dont le travail est souvent
peu apprécié par certains, le qualifiant d'escroquerie. D'autres, en revanche, approuvent leur intermédiation. Et le regard de la religion dans tout ça, Awa Sidibé nous en parle. Ils ne sont certes pas responsables d'entreprise, mais arrivent tout de même à générer des revenus en fonction du nombre de clients qu'ils parviennent à orienter. Cette activité informelle est appelée métier de coxeur et occupe de nos jours un nombre important de particuliers ici à Bamako. Sur la question, les appréciations divergent. C'est un travail comme les autres. Il n'y a rien de mal. Beaucoup parlent d'arnaque ou autre chose. Chez nous, ce n'est pas le cas, car les prix sont connus. Les coxeurs sont connus de même que les vendeurs. Nous travaillons ensemble et tout se passe bien. On n'a aucun problème avec les clients. Les coxeurs viennent prendre les marchandises avec nous pour les revendre. Soit ils nous ramènent directement les clients. Ils voient quelqu'un dire qu'il a besoin de quelque chose. Ils approchent la personne et la guident vers ce qu'ils recherchent. À la fin de la journée, nous leur remettons leur commission. Ça dépend du nombre de clients amenés. Le métier de coxeur est une activité génératrice de revenus comme toutes les autres, souligne cet interlocuteur faisant référence aux préceptes de l'islam. À ce titre, il joue le rôle d'intermédiaire. En islam, le métier de coxeur est reconnu. Il n'y a rien de mal à l'exercer. Ce métier permet aux personnes qui n'ont pas de connaissances dans un domaine d'avoir un repère. Le coxeur, s'il arrive à travailler avec honnêteté et clarté, dans le respect des préceptes de l'islam, son métier sera parfaitement valable. Cependant, l'exercice de tout travail obéit à des règles bien établies encadrées par le Code du travail, ce qui demande une conscience professionnelle, parole de religieux. Le travail constitue le perfectionnement de la création. L'homme s'accomplit en travaillant. Le coxeur veut aussi avoir notre propre subsistance pour ne pas être dépendant de quelqu'un. C'est de travailler selon la conscience religieuse et de travailler selon la justice, le respect de l'homme. Il ne faut pas tromper les gens, il ne faut pas arnaquer les gens, mais il faut servir les gens loyalement. Et ce qu'on aura gagné, c'est ce que nous méritons. C'est donc sans ambiguïté. Le métier de coxeur se démarque de toute arnaque à condition qu'il soit exercé conformément à l'éthique. Je vous l'annonçais au sommaire, le conte est un genre littéraire qui tire sa source des traditions orales visant à inculquer une certaine valeur aux enfants. Dans le temps, rares étaient les villages ou même les familles où il n'y avait pas un conteur spécialisé qui recevait autour du feu toutes les nuits les enfants. Cette pratique qui a fait ses preuves dans l'éducation tend à se perdre sous le poids de la modernité. La valeur éducative du conte, c'est le sujet que nous propose Mancha Traoré. Le conte rassemble différentes thématiques et personnages de par son caractère intemporel et universel. Il désigne à la fois un récit de faits ou d'aventures imaginaires et s'adresse aux humains de tous âges et aux animaux. On l'écoute pour s'instruire, s'imbiber des valeurs. C'est la première école de formation de la citoyenneté avant l'école, avant toutes les écoles, qui permettait en ce moment-là à la fois d'accompagner les pas de l'enfant dans le cercle de la vie. Ça permettait à l'enfant de comprendre et de connaître la valeur symbolique de tel ou tel animal dans la mythologie, de tel arbre dans la mythologie, et quels sont les différents types de personnages qu'on peut rencontrer dans la vie. Ceci, c'était pour la refondation, c'était pour l'éducation, c'était pour la formation de la personnalité. Le conte est un vestibule éducatif. En racontant des contes ou des légendes, tout le monde se rend compte que c'est un mythe, mais grâce à son caractère éducatif, on en tire des enseignements. Ça se passe le plus souvent autour du feu. La participation à ce rassemblement, qualifié de pédagogique par certains, n'obéit pas à des critères particuliers. Même l'enfant dans le ventre de sa mère, on pouvait le raconter des contes. L'enfant peut entendre des paroles quand elle est encore dans le ventre de sa mère. C'est important.
C'est pour cette raison que quand la femme attend un bébé, et au moment où la grossesse avance, il ne faut pas avancer des propos, parce que l'enfant, il entend. Ça peut l'agresser. Et à la naissance, il peut être très agressif parce qu'il a entendu des propos qui ont modifié sa personnalité. Alors donc, le conte jouait le rôle de la citoyenneté, de la formation. Ça permettait non seulement aux enfants de vivre ensemble et d'être tolérants, d'être pacifiques, de créer une espèce d'entraide. Les contes concernent aussi bien les enfants que les adultes. Je prends l'exemple sur l'histoire de Foni Siré, un Richard d'un village lointain. Lorsque la mère de ce dernier est décédée, il l'a annoncé au chef du village, qui à son tour a demandé de faire un geste pour les funérailles. Foni Siré, ayant vu ce qu'on lui a apporté, a blâmé le roi et les habitants en réclamant quelqu'un qui puisse faire la toilette mortuaire de sa défunte mère. Lui qui ne participe jamais aux événements de ce genre, lorsqu'il concerne d'autres habitants du village, le roi lui a rappelé ce mauvais comportement. Il a donc appris la leçon et s'est excusé auprès de tous. Les liens d'affection créés entre parents et enfants à travers les contes ont tendance à perdre tout leur sens. La révolution technologique en est la cause principale. Lorsque les contes sont racontés de bouche à oreille, il y a un lien affectif qui se crée. Cette communication renforce les liens. Lorsque cela change, ça devient un échange entre hommes et appareils. Les contes classés en différentes catégories invitent à une prise de conscience des valeurs sociétales comme la justice et l'honnêteté, la solidarité. Je vous propose de ce sujet sur la santé. La goutte est une maladie chronique due à la présence d'un excès d'acide urique dans le sang. On parle d'hyperuricémie. La maladie est surtout fréquente chez les femmes en ménopause et les personnes âgées et en surpoids. La crise de goutte est très douloureuse à tel point que chez certaines personnes, elle devient invalidante. Suivons ce reportage de Sabine Keita. La goutte est une maladie chronique fréquente qui résulte de dépôts de microcristaux d'acide urique, les articulations et dans les tissus environnants. Il existe des facteurs favorisant tels l'âge avancé, certaines maladies chroniques, certaines habitudes alimentaires et surtout le surpoids. La goutte est une maladie très fréquente qui est due à un dérèglement de fabrication de quelque chose qu'on appelle l'acide urique qui se met en trop dans le sang et qu'on rencontre généralement chez les individus qui sont réellement gros ou qui ont des habitudes ou des comportements qui ne sont pas très adaptés, qui favorisent la chose. La goutte se manifeste par des poussées inflammatoires articulaires appelées crises de goutte. Pour ce qui concerne le diagnostic, il est clinique, nous apprend notre spécialiste. La goutte déjà, c'est à peu près 1800 ou plus de 1800 patients qui sont suivis en rhumatologie ici. Il y a des médicaments qui peuvent augmenter le taux d'acide urique dans le sang. Et souvent, c'est aussi le pléthore. Souvent, quelquefois, il y a des patients qui ont de mauvaises habitudes alimentaires et ça peut éventuellement favoriser la goutte. Le plus classique, elle donne des douleurs dans les articulations. L'articulation favorite, c'est l'articulation métatarso-phalangine du gros orteil. Le diagnostic précoce d'une crise facilite le traitement de la maladie. Le patient se doit de faire un choix entre la prise de médicaments et le changement de régime alimentaire. Le traitement, c'est, on va dire, 3 volets. Le premier volet, c'est d'abord le régime, éviter tout ce qui peut faire que le taux d'acide urique s'élève dans le sang. Classiquement, on dit aux gens la viande rouge, mais c'est en réalité tous les aliments qui sont trop riches en protéines. Il y a ce régime et il faut boire beaucoup d'eau. Cependant, des complications peuvent en découler si le diagnostic n'est pas posé à temps. Les complications majeures, c'est d'abord le passage à la chronicité. C'est des phénomènes aigus qui vont devenir chroniques. Et au-delà de ça, ça va s'étendre à plusieurs articulations et on peut avoir une destruction articulaire à la longue avec les dépôts de cristaux d'urate
Et il y a aussi l'atteinte rénale que ça peut donner. Il existe par contre une différence entre la goutte et l'arthrose. La même chose, parce que les manifestations très généralement de l'arthrose, c'est des douleurs qui surviennent quand on fait l'effort. Quand on fait l'effort physique, on a cette douleur. Et quand on se repose, il n'y a plus de douleur. Et la goutte, contrairement à l'arthrose, c'est des douleurs qui surviennent généralement la nuit, surtout pendant les crises. On a mal la nuit jusqu'au champ du coq. Il faut souligner que la goutte n'est pas une maladie mortelle, mais plutôt un facteur de risque. On peut vivre avec sa maladie si la prise en charge est précoce. Les Aigles du Mali, un mot de sport à présent, les Aigles du Mali jouent ce 8 septembre contre le Soudan du Sud, ici à Bamako, dans le cadre des éliminatoires de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et le 12 septembre contre les éléphants ivoiriens en amical et ce sera à Abidjan. En prélude à cette double confrontation, le sélectionneur national, Éric Sékouchel, a publié ce vendredi matin au siège de la FEMAFOOT une liste de 25 joueurs. Et Siragatou Sissi a suivi pour RTM2. Le technicien des Aigles du Mali, Éric Sékouchel, a convoqué 25 joueurs tout en privilégiant la carte de la continuité. Les cadres Hambari Traoré, Mamadou Fofana Nojo, Boubacar Kiki Kouyaté et Ibrahima Kone sont là. Certains signent leur retour en sélection. Le défenseur Sikou Nyakate, les milieux Yves Bissouma, Mohamed Kamara Tchamanche, Adama Traoré Nos et les attaquants Lassine Sinayoko et Moussa Yenepo. On note l'absence de 2 joueurs cadres pour cause de blessures, El Bilal Touré et Amadou Haïdara Doudou. Qualifiés avec brio pour la CAN 2023, les Aigles du Mali, premiers du groupe G, 12 points, joueront au stade du 26 mars pour l'honneur le 8 septembre contre le Soudan du Sud, 4e 3 points éliminés. Ce match servira de revue de troupe au sélectionneur national Éric Sékouchel dans l'optique de la phase finale de la CAN en Côte d'Ivoire en janvier-février 2024. Soudan du Sud est un match important. Pourquoi? Parce que c'est un match à la maison. Comme depuis un peu plus d'1 an, les matchs à la maison sont apporteurs de choses qui sont intéressantes. Il faut qu'on continue dans cette vision-là, en vue de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent. Les regards seront également tournés le 12 septembre vers Abidjan pour ce match amical international face à la Côte d'Ivoire. J'ai plusieurs objectifs sur ce match. Le premier, c'est de découvrir le contexte en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire bien sûr ce nouveau stade, bien sûr le public ivoirien, bien sûr le public malien qui sera très nombreux, et de jauger l'atmosphère un petit peu et d'être prêt au mois de janvier. Il y a un deuxième objectif qui est aussi de jouer contre une grosse équipe, parce que la Côte d'Ivoire est une grosse équipe avec des grands joueurs. Il y a un staff technique avec un entraîneur qui a peut-être 30 ou 40 ans de football, donc c'est une très bonne opposition. Et puis aussi, ça va me permettre aussi de moi, le staff et les joueurs, de nous jauger sur un plan, on va dire, purement de la performance. Le regroupement débute le lundi 4 septembre dans un hôtel de la place. Le Mali, 8e africain et 51e mondial au dernier classement FIFA, est dans la cour des grands. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition de 19h30 de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres infos, toujours plus proches de vous, avec le même plaisir. Mais tout de suite, juste après moi, Aïssa Taba prend le relais pour ORTM de Kibarou. Très bonne soirée à tous.